premières tables rondes qui vont clôturer ce magnifique festival des Utopiales. Aujourd'hui, on se retrouve pour la thématique des futurs en résistance. La science-fiction a fait de la résistance un outil narratif autant que d'imagination, et pas seulement dans des futurs les plus sombres. Sans reposer sur la valeur singulière d'un héros ou d'une héroïne, quel futur collectif peut-on penser en résistance? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui, en tout cas le sujet dont on va discuter. À mes côtés, j'ai Brie David, auteur notamment de fantasy. Votre dernier ouvrage Éco-stellaire est sorti aux éditions Outre-Fleuve. C'est un space opéra dans lequel on suit des personnages qui entrent en résistance. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ensuite, j'ai aussi à mes côtés Vaelban Siècle, autrice de romans qui prennent souvent la forme de contes. Votre dernier ouvrage, Le Cri Soleil, est une fresque d'anticipation humaniste publiée aux éditions Big Bang. Bonjour. Et bonjour. Et du coup, moi, je m'appelle Anaïs Garesti, sinon appelée Maudit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et je suis chroniqueuse sur le Média Blast. N'oubliez pas de soutenir autant les festivals indépendants que les médias indépendants. Pour commencer, je pense que ça peut être intéressant que vous nous fassiez un peu le pitch de vos derniers ouvrages qui étaient disponibles du coup dans l'espace librairie que les gens ont pu visiter ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos derniers livres et des thématiques qu'ils abordent? Allez, je commence. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'ouvrage évoqué, c'est Le Cri Soleil ici. Et donc, c'est un roman qui se passe dans un monde qui pourrait être un petit peu le nôtre, mais dans le futur, où des catastrophes climatiques ont amené des couches de nuages à masquer complètement le soleil. Donc, c'est un monde plongé dans le froid, plongé dans l'obscurité. Et cela déclenche chez les gens un manque de lumière extrêmement fort. Donc, il y a une recherche de la lumière qui est un petit peu impérieuse. Et pour répondre à cette recherche, la secte du Phénix va créer ce qu'on appelle des cris-soleil, c'est-à-dire des enfants dont on va modifier génétiquement l'organisme pour qu'il soit capable de pousser ce qu'on appelle le cri-soleil, c'est-à-dire d'envoyer par un phénomène cyclique de lunaison une flèche d'incandescence vers les cieux pour écarter les nuages et faire revenir momentanément le soleil dans le monde. C'est une technologie qui pose plein de questions éthiques et qui en plus engendre plein de catastrophes nucléaires. Et en même temps, l'appel du soleil, c'est irrésistible. Et cette technologie va avoir lieu pendant presque un siècle avant qu'elle soit bannie. Et après le moment où elle est bannie, notre histoire va commencer. On va suivre un trio de héros et héroïnes dans ce monde qui ont des profils très différents. On a un postier nomade, on a une jeune fille qui n'est jamais sortie de son habitation, qui est une cathédrale sous cloche. Et puis, on va suivre enfin le dernier des Cris-Soleil qui, lui, n'aspire que à pouvoir finalement partir retrouver sa liberté et qui est au service du dernier endroit dans le monde où on a vraiment la lumière du jour et comment pouvoir partir de cet endroit et être libre si jamais tous les autres perdent de la lumière. Donc c'est un roman comme ça choral qui explore la recherche de la lumière intérieure et la lumière du soleil. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, c'est un roman de science-fiction, c'est un space opéra qui s'appelle Éco-stellaire, qui est un roman qui, pour le coup, rentre bien dans la thématique, parce que c'est vraiment un roman de rébellion. C'est un roman qui se passe sur une planète sur laquelle sont collectés les chronons. Les chronons sont des particules que j'ai à moitié inventées parce qu'elles elles pourraient exister, qui véhiculent a priori le temps, et je vais en reparler juste après, mais qui servent au voyage dans l'espace. Et du coup, c'est une particule qui est très convoitée et qui est collectée sur cette planète. Les chronons ont une particularité qui est celle qui m'a fait écrire ce roman, c'est que sur la planète où ils sont collectés, ils forment des sortes d'aurores boréales dans le ciel, dans lesquelles on voit ces souvenirs. Sauf que si on les regarde, on est irradié et on meurt à petit feu. Et c'est vraiment cette idée qui m'a profondément touché, qui m'a fait écrire cette histoire. Le roman va raconter l'histoire d'une rébellion, justement. Cette planète, elle est possédée par un magnat, un milliardaire, et sur cette planète qui est très aride, il est bien plus facile de mourir que de vivre. Et les gens se succèdent, ils viennent de la Terre où tout est compliqué, ils travaillent là et c'est très compliqué. Donc évidemment, quand c'est compliqué, les gens essaient de se rebeller pour retrouver leur liberté et surtout pour partager la richesse des chronons. Et les rébellions se sont succédées, ont toutes été réprimées dans le sang. Sauf qu'au tout début du roman, les rebelles se sont organisés, ont construit une base, ça c'était mon grand kiff, une base spatiale dans les astéroïdes, dans l'un des astéroïdes, et ils sont prêts à lancer l'assaut pour enfin tenter de gagner une bonne fois pour toutes leur liberté. Sauf qu'au moment même où ils se préparent à attaquer, ils apprennent qu'un émissaire arrive de la Terre dans un vaisseau
surarmé qui viendrait livrer des armes pour le Mania. Et le roman va raconter l'histoire de cette rébellion au travers, là aussi, de 3 personnages. Le premier, qui est le personnage principal, s'appelle Noam. Noam, c'est un pilote de génie. Il ne sait pas faire grand-chose, si ce n'est piloter un vaisseau. Comme moi, je ne sais pas faire grand-chose à part faire à manger et écrire des histoires. Mais lui, c'est piloter un vaisseau. Sauf que Noam, il a perdu son amour de jeunesse lors de la précédente rébellion. Il ne s'en est jamais remis. Et en fait, je crois qu'il ne veut pas s'en remettre. Il passe son temps, quand il n'est pas aux commandes de son vaisseau, à regarder les chronos, à se laisser irradier par les souvenirs et à mourir petit à petit. C'est l'histoire de ce pilote. C'est aussi l'histoire de ses 2 meilleurs amis. Le premier, c'est Kay. Kay, qui est un génie de l'informatique, qui passe son temps en slip dans la salle de commande de l'astéroïde à faire de la muscu, mais aussi à programmer des intelligences artificielles. Et le troisième personnage, c'est Eleonore, qui, elle, est une scientifique très particulière, à moitié autiste, qui est obsédée par ces particules, par ces chronos. Elle est convaincue qu'au-delà du voyage dans l'espace qu'ils permettent, au-delà des souvenirs qu'ils affichent et qu'ils montrent, ils ont une autre particularité parce qu'en fait, les probabilités des IA sont toutes faussées sur cette planète. Et Eleonore imagine qu'il s'agit de quelque chose de particulier. Et rien n'est important pour elle, les relations humaines, elle s'en fiche, elle est vraiment obsédée par ça. Et du coup, le roman va raconter l'histoire de cette rébellion au travers de ces 3 personnages, au travers de leur quête de chacun, de leurs espoirs, de leurs désespoirs et de leur amitié. Donc c'est un roman de liberté, de rébellion, mais aussi un roman sur l'amour et la mort. On a déjà envie d'acheter les 2 romans, c'est incroyable, bravo. Merci beaucoup pour votre pitch. C'est pas un exercice facile. Comment vous est venue l'idée de déjà ce trio de personnages à tous les 2 là, et comment vous est venue l'idée d'avoir des personnages très spécifiques qui ont des envies aussi très spécifiques, des parcours assez variés. Puis roman choral pour vous aussi. Est-ce que à chaque Non. non. Alors, non, pour le coup, dans Non. le mien, il n'y a pas eu tout choral. Ok, donc ils sont dans le même vaisseau et ils font la même attaque. Ok. J'y vais. Euh, L'idée de ce roman, pour le coup, c'est les chronos. C'est qu'en fait, alors moi, ce qui est marrant, c'est que, enfin marrant, c'est pas du tout marrant en fait, c'est que j'écris plutôt de la fantaisie tragique, c'est-à-dire que mes romans sont plutôt très tristes, mais vraiment très tristes. Et j'adore ça, j'adore Shakespeare, j'adore pleurer à la fin d'une histoire. Euh, et là, j'avais jamais fait de science-fiction. J'avais écrit des nouvelles de SF, mais aucun roman de science-fiction. Et c'est une éditrice pardon, qui est venue me chercher en me disant David, ça serait pas mal que tu te essayes à la SF. Et je me suis vraiment longtemps demandé ce que j'allais pouvoir écrire en science-fiction, qui est un peu plus loin, même si j'en lis, mais après je lis de la poésie, je lis des essais, je lis de tout, mais j'écris pas de poésie ni d'essais. Et c'est vraiment cette idée des chronos que je trouvais très mélancolique, cette idée de ce deuil. Mais c'est une image qui est très, enfin, le deuil peut tuer. Et je trouvais ça vraiment très beau, très triste, mais très beau. Et c'était vraiment mon point de départ. Et je voulais aussi raconter un roman d'aventure et une histoire d'amour qui allait défier le temps et l'espace. Et j'ai vraiment ce truc, cette phrase de l'amour qui défie le temps et l'espace. Elle m'a accompagné durant tout ce roman. Et enfin, moi qui suis habitué plus à la fantaisie, aux épopées de fantaisie, je voulais faire un roman d'aventure. J'adore changer en fait. Et je m'étais dit, ok, je vais écrire un roman d'aventure. Et je me suis lancé là-dedans. Et pour finir de répondre à la question, c'est que je voulais changer le ton. C'est-à-dire que comme j'aime beaucoup les histoires tristes, je me dis tiens, je vais faire des trucs un peu, je vais essayer de faire un truc un peu plus drôle parce que dans la vie, des fois, je suis un peu drôle quand même. Et enfin, j'essaie de l'être. Et du coup, j'avais mon personnage principal qui est Noam, qui est cet homme en deuil, cet homme qui est très mélancolique, qui est pour le coup, c'est le genre de personnage que j'aime profondément. Et je lui ai associé Kay, ils forment tous les deux l'amitié. Je trouve ça très important. C'est comme l'amour, c'est une forme d'amour. Et du coup, ils ont une relation que j'ai trouvée hyper touchante. Où ce pilote de génie qui est très dans la mélancolie, il a son pote qui est toujours là pour le soutenir. Et son pote, il est très touché, désespéré de voir son meilleur ami mourir à petit feu. Et il fait tout ce qu'il peut pour essayer de le sortir de là. Évidemment, je voulais rajouter une touche féminine. Il y a beaucoup de femmes dans ce roman. La chef de la rébellion, c'est une chef. Elles sont très très présentes. Et je voulais rajouter, mais ça c'est venu une personne que je connaissais qui avait certains aspects autistiques, qui était très rêche et très abrupte, mais adorable. Hein, mais c'est qu'elle était vraiment sur des trucs où en fait, il fallait pas la faire chier, grosso modo. Elle était dans ces trucs, il fallait juste pas l'emmerder. Et ça donnait des fois des situations assez décalées, assez à côté.
il y avait un côté très drôle, parce qu'on a tous des habitudes sociales. Il faut être gentil, aimable, sourire, dire merci, bonjour, au revoir. Elle, on n'avait rien à faire. C'était non, j'ai autre chose à foutre que de te dire bonjour, de te faire la bise. Et j'aimais beaucoup ce décalage. Et je voulais aussi parler de ça. Moi, j'aime beaucoup parler des gens qui sont un peu à la marge. Et c'est comme ça que j'ai été amené à construire ce trio, ce personnage Noam qui est très habituel pour moi, et les autres qui le sont moins, mais qui m'ont permis d'explorer d'autres manières d'écrire, de faire quelque chose des fois d'un peu plus léger aussi. Donc voilà toute l'histoire de ce roman. Et l'histoire du deuxième trio. Allez. Donc, le principe de ce roman, c'est la question du Cré-Soleil et la question de cette technologie qui a été créée avec ces enfants qui ont été soumis à cette technologie et comment on vit dans ce monde où il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, à sacrifier pour que cette lumière revienne. Et le trio de personnages, il s'est construit aussi avec cet univers en disant, voilà, je voudrais montrer différentes vies, différents aspects de ce monde-là, différents chemins à l'intérieur de ce roman qui a un côté un petit peu presque philosophique par certains aspects. Et donc, le premier personnage qu'on va suivre, il s'appelle Nour. C'est un homme de plus d'une 50aine d'années qui est à la fois quelqu'un qui fait des arts martiaux, qui suit une philosophie qui s'appelle la philosophie du serpent, le pont de la mi-chemin, la recherche de l'équilibre, et qui a pour mission quelque part d'aller d'un lieu en un autre lieu. Alors ce que je n'ai pas expliqué, c'est que dans ce monde glacé, on a réussi à mettre au point, après la technologie du Cré-Soleil, des cloches qui sont des hameaux sous une espèce de dôme qui va être capable de capter la lumière du soleil, de la répercuter dans les habitations. Mais en dehors de ces dômes-là, la vie n'est pas vraiment possible. Et donc, Nour, c'est un postier nomade. Il va passer de cloche en cloche, de dôme en dôme, et il va, avec sa reine, Comédie, les animaux ont une place importante dans ce roman, il va aller amener les paquets, amener les lettres, et puis il est bon vivant, c'est un épicurien, il aime sa liberté, et au début de l'histoire, il va se retrouver en charge d'une petite fille très dangereuse dont il ne veut absolument pas, et qu'on lui met entre les pattes, et il doit à tout prix la protéger, et ça bouleverse toutes ses habitudes de vie, donc il est absolument pas content de ça, et ça va l'amener à devoir revoir sa vision du monde, peut-être apprendre quelque chose de l'amour qu'il ne connaissait pas. Et on va suivre du coup cette épopée entre cette petite fille, cet homme avec leur reine qui part dans le monde froid et qui cherche absolument des solutions pour sauver cet enfant. Le deuxième personnage qu'on va suivre, c'est Odanaï, qui a 16 ans, qui est née dans cette cloche cathédrale dont elle n'est jamais sortie. C'est un monde où le taux de natalité a chuté brutalement, donc il n'y a plus beaucoup de jeunes personnes. Donc elle vit avec tout un ensemble de ce qu'elle appelle ses petits vieux, ses ancêtres, qui sont des personnes beaucoup plus âgées qu'elle. Elle a toujours vécu avec eux, elle adore sa vie dans la cloche cathédrale. Et un jour, un visiteur vient et sa visite va bouleverser l'écosystème de la cathédrale. Odanaï va devoir tout quitter et partir dans ce monde froid avec son petit singe, puisqu'elle a un petit singe qui s'appelle Saint Lotus et qui l'accompagne partout. Et elle va essayer de devoir retrouver une communauté, retrouver une vie ailleurs dans ce monde. Et enfin, le dernier personnage que l'on suit, c'est donc le personnage de phare qui est le dernier des Cris-Soleil et qui est éreinté par sa vie de service. C'est un Cris-Soleil d'exception et il souffre du fait que tout le monde le considère assez naturellement comme une créature qui amène la lumière, mais pas une personne, alors qu'il est profondément une personne. Et ne pas être une personne vient un moment dans sa vie, il a une 40aine d'années au début de l'histoire, où en fait ça l'empêche de vivre, ça l'empêche de se lever le matin et de trouver le sens de l'existence. Et on le prend, on le découvre au milieu de cette crise existentielle, alors qu'en fait ça fait 40 ans qu'il mène un chemin d'exception puisqu'il réussit à maintenir son organisme fonctionnel et à aller rétablir le soleil au prix de grandes souffrances personnelles. Et ça pose vraiment la question et c'était la question qui a un petit peu généré la création de ce roman, à savoir qu'on trouve dans plein de civilisations, de cultures, cette image du dieu, de la déesse soleil, ou bien de l'empereur, de l'impératrice soleil, ces rois, ces reines, ces personnes qui vont incarner, dans le cadre d'un royaume, dans le cadre d'une religion, le soleil en eux, mais qui le représentent en fait, puisque le soleil est source de vie partout finalement. Mais je m'étais dit, si dans cette histoire, en fait, la personne qui incarnait le soleil, c'est pas qu'elle l'incarnait symboliquement, mais elle était réellement porteuse en elle de la possibilité du soleil, et sans elle, le soleil n'existe pas,
où serait la limite entre la déité, entre le côté divin de la personne et son existence en tant que personne. Et qu'est-ce qu'elle devrait à l'humanité ou qu'est-ce qu'elle devrait à elle-même et comment vivre avec ça. Et donc c'est aussi avec ces questionnements-là que j'ai créé ce troisième personnage. Et il y a quelque chose, David, que tu as dit qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est en répercussion directe avec cette histoire, c'est que tu parlais de cette amitié entre ces deux personnages. Et effectivement, j'ai ce personnage du Christ-Soleil qui s'appelle Phare, qui souffre beaucoup et qui a un autre personnage dans son sillage en miroir, qui est son majordome, qui s'appelle Tempérance et qui l'exaspère parce qu'il veille sur lui en permanence et qui est dans cet accompagnement finalement de tout ce parcours à la fois de splendeur, de sacrifice du Christ-Soleil. Et cette relation-là entre ces deux hommes est vraiment un trésor pour moi dans cette histoire et de joie d'écriture que j'ai eue. Et ça parle de ces relations extrêmement importantes qui sont avec quelqu'un qui aussi souffre de voir l'autre souffrir et l'accompagne. Et donc quand tu as parlé de ça, je me suis dit, on a une petite résonance là, Une de plus. une de plus. Est-ce que vos personnages, vous les avez conçus dès le départ comme des résistants? Là, ce que tu disais, le personnage qui est un peu traversé par... il est presque un outil de travail. En tout cas, il a une tâche à laquelle il est entièrement dédié. À quel point lui peut s'extraire de ça pour exister en tant que personne. C'est une question de résistance peut-être aussi individuelle par rapport à lui, comment il se déploie, etc. Mais est-ce que dès le départ, vous, là plus dans le roman d'aventure, se dire il va y avoir un enjeu de résistance, est-ce que c'était conçu dès le départ ou est-ce que c'est quelque chose qui est né dans le récit et dans la construction du récit au fur et à mesure? Alors moi, c'était dès le départ, hein. C'est vraiment l'idée, c'était de raconter cette rébellion. Il y a un truc que je trouve plutôt chouette, c'est que je trouve que la fantasy, de manière générale, permet d'explorer, vraiment c'est une généralité, hein, mais des choses qui sont plus de l'ordre de l'intime, et que la SF permet d'explorer des choses au niveau de la société. Une fois de plus, j'insiste, c'est très, très générique, on peut faire des romans intimes en SF, etc. Mais moi, c'est ça qui m'a intéressé quand j'ai écrit ce roman de SF, parce que je voulais raconter aussi, parce que nos romans, ils parlent toujours du moment actuel. Et je voulais raconter, au-delà d'histoires de personnages, d'histoires touchantes, d'amour, etc., je voulais raconter le monde qu'on a et de la manière dont il évolue, des partages de richesses qui ne me semblent pas équitables. Moi, des trucs qui me fascinent, mais dans le mauvais sens du terme, c'est que par exemple, la recherche appartient, en certaines parties, à des milliardaires. Il y a les Bezos, tout ça, qui ont des parts de société dans des boîtes qui travaillent sur l'immortalité. Il y a Musk avec Starlink et puis sa recherche sur l'espace. Et moi, j'ai un truc en tant que citoyen, où je me dis, est-ce normal que ces paris ou ces graines sur le futur appartiennent à des hommes et pas à des États. Et c'est vraiment, pour le coup, cette réflexion-là qui m'a donné envie de tirer le fil à l'extrême, en fait on n'est pas si loin de cet extrême, et de raconter une planète qui est possédée par quelqu'un. C'est-à-dire qu'on n'est même pas, c'est même pas un État qui possède, c'est une planète entière. Alors évidemment elle est loin, et la Terre s'en fiche, que la Terre est dans son bazar écologique, etc. Et du coup on laisse faire, parce que c'est une colonie. Après on sait tous ce que ça veut dire qu'une colonie. Et évidemment, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, etc., c'est une situation qui ne me convient pas, mais c'était tout l'intérêt de cette histoire. Et du coup, je voulais montrer que cette situation, on peut, et peut-être qu'on doit, enfin, chacun ira à la place qu'il voudra, mais se rebeller contre ça. Donc vraiment, la rébellion était au cœur de tout ça. Et puis après, il y a les enjeux qui touche non plus le citoyen que je suis, mais l'humain, et la personne bourrée de sentiments et qui aime les sentiments, où j'ai rajouté ces personnages qui, en plus de cette quête de liberté, vont avoir leur trajectoire personnelle et leur destin personnel qui vont accompagner, interférer, faire exploser ou pas tout ça. Donc là, il y a quand même deux strates, avec la strate politique où il y a des grosses inégalités, un sentiment d'injustice très fort. Et puis qu'est-ce qui va animer les personnages, qui va faire eux qui passent à l'action, alors que d'autres personnes ne le feraient pas forcément? Exactement. Ok. Alors moi, c'est une question intéressante parce que le roman que j'ai publié avant, qui s'appelle Plein ciel, est un roman qui parle de révolution. Le centre, c'est la révolution. C'est une histoire avec un opéra qui domine un monde et cet opéra est totalitaire en fait. Et pourquoi il domine ce monde et finalement est-ce qu'on peut vivre avec cette domination? Et donc c'est centré sur une révolution très directe en fait qui va se manifester tout au long du roman de façon peut-être un peu plus classique sur l'idée de la révolution. Le Cri-Soleil, c'est une révolution qui n'est pas la même, ou c'est une rébellion. C'est justement pas une révolution, c'est une rébellion qui n'est pas la même,
parce qu'elle va plus se jouer dans l'ordre intime, puisqu'on se retrouve avec une grande polarité, on se retrouve avec un monde glacial et l'appel du soleil. Et du coup, avec un combat intérieur pour les gens aussi, de se dire, voilà, il y a de moins en moins d'enfants qui naissent, on va peut-être disparaître, et il y a peut-être plus de soleil, il y a des technologies, il y a des possibilités pour peut-être maintenir la vie, maintenir le soleil, tout ça, mais elles ont un prix éthique. Et du coup, à travers ça, on a plusieurs mouvements différents, écoles de pensée différentes, personnages qui ont des trajectoires différentes et qui se demandent finalement qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce monde. Et ça pose la question de la rébellion face à peut-être voilà, une philosophie qui nous dirait qu'il faut à tout prix créer des cris-soleil, quitte voilà, à transformer totalement l'intégrité de ses enfants. Et parfois, se rebeller contre ça, ça veut dire perdre la lumière du jour et risquer de mourir. Donc, c'est vraiment des combats plus intérieurs, des rébellions par rapport à des systèmes de pensée. Il y en a plusieurs, lequel on choisit, où est-ce qu'on va, comment on crée finalement sa propre vision du monde, sa propre identité. Et parfois, quand on n'est pas d'accord, il y a un autre système de pensée, une autre secte dans cette histoire qui va prendre les armes et qui va voilà, agir violemment. Ça s'appelle les Sœurs du Nacre, et elles vont vraiment aller se battre pour ce qu'elles considèrent être le droit à la vie. Et donc, il y a plein de façons de vivre ça. Et ça se fait sur un microcosme, parce que dans ce monde-là, les habitants vivent sur des petits territoires, puisque les catastrophes climatiques empêchent de circuler. Donc, on travaille beaucoup sur la communauté. Il y a plusieurs communautés dans ces hameaux cloches. Chacune a sa manière de voir les choses, de vivre. Et du coup, est-ce que les individus dedans, ils veulent participer à ce collectif-là, ou ils veulent pas, ou ils veulent aller participer à autre chose. Et c'est plus dans un microcosme, ou en tout cas un ensemble de collectifs réduits que par rapport à l'échelle d'une planète, par exemple. Mais ça pose ces questions à l'intérieur de chaque personne, en fait. Chacun doit vraiment se dire, mais en fait, est-ce que là je suis à ma place? Est-ce que là je me rebelle? Contre quoi je me rebelle? Quelle est ma valeur? Donc ça va se jouer plus comme ça dans le Cri Soleil par rapport à un roman qui serait complètement sur la rébellion ou la révolution. Moi, je me demandais plus, dans votre travail d'auteur et d'autrice, quel est votre rapport à l'actualité? J'ai quand même l'impression que, d'un point de vue plus personnel, moi, plus j'en suis détachée, plus c'est facile des fois d'être créative. J'ai l'impression que quand on allume la télé ou les informations, on voit toujours des choses qui justement, nous rappellent que chaque journée peut être pire, etc. Enfin, en tout cas, on est un peu pris dans l'attente, dans l'effervescence, dans l'urgence de l'actualité, et que des fois on n'est même plus apte à penser, tellement on attend les choses les plus horribles qui vont arriver. C'est très difficile dans ce cadre-là, en tout cas, d'envisager d'autres futurs. Comment est-ce que vous expérimentez l'actualité politique en tant qu'auteur et autrice? Et est-ce que, enfin là c'est plutôt ce que tu disais David, comment est-ce que toi tu as utilisé l'actualité comme levier pour transformer ça en fiction, enfin de passer de, là par exemple, la crise climatique à une fiction autour de ça. Voilà. Comment est-ce qu'on transforme l'actualité en fiction? Elle nourrit pas tout le temps. Il y a des romans, Que passe l'hiver, ou Le Chant des géants, qui sont deux romans de fantasy. Ils n'ont rien à voir avec le monde. C'est au contraire des romans qui sont assez intérieurs par rapport aux personnages et même par rapport à mes sentiments à moi. C'est de la tragédie, c'est shakespearien. Je veux dire, qu'il y ait la guerre à droite à gauche, ou la misère, ça n'a pas d'impact ça n'a pas eu d'impact sur ces romans-là. Qui sont plus de l'ordre de l'intimiste. Il y a deux romans qui s'inscrivent par contre complètement là-dedans. Le premier, c'est La princesse au visage de nuit, qui est un polar avec un peu de fantastique. Euh, et je me souviens très bien pourquoi je l'écris, et c'est une époque où justement les informations, il y avait beaucoup, ou en tout cas, soit il y avait beaucoup, soit c'est ce qui me touchait beaucoup, de choses sur la maltraitance d'enfants. Alors moi, je suis un papa poule en plus, et c'est des choses qui me dépassent complètement. Je n'ai pas la capacité. Alors il y a des raisons chimiques, il y a plein de raisons, etc. Mais sauf que moi, ça me faisait trop violence. Et il se trouve que dans mon environnement familial, amical, j'ai aussi beaucoup de travailleurs sociaux qui travaillent notamment avec l'enfance. Et moi, j'étais là-dedans, et moi, je n'aide pas les enfants, et j'avais ça qui m'agressait. Et j'en ai fait un roman. La princesse au visage de nuit, le point de départ, c'est ce truc-là qui, moi, me bloquait, et dont je n'arrivais pas à me défaire. Et en fait, moi, j'utilise l'écriture pour me défaire de certaines choses aussi. Et la princesse au visage de nuit, ce que je voulais raconter, c'est ces enfants qui ont été maltraités, c'est est-ce qu'ils peuvent grandir, et vraiment cette question, c'est est-ce qu'on peut être heureux quand on était un enfant très malheureux? Et qu'est-ce qu'il advient de ceux qui n'arrivent pas? Et je trouve ça
profondément triste, profondément terrible. Mais sauf que j'avais besoin d'écrire là-dessus. Donc j'ai apporté ma réponse à moi, ma vision à moi. Euh, et l'autre roman qui traite de l'actualité, c'est Éco-Stellaire, donc je ne vais pas me répéter 50 fois, mais c'est vraiment sur ce truc de au-delà des aspects sur l'amour. Moi, je trouve que l'amour dans toutes ses formes, l'amour familial, l'amour paternel, frères et sœurs, et puis l'amour, enfin toutes les formes d'amour, l'amitié qui est une forme très puissante d'amour aussi, qui traverse tous mes romans. Mais là, c'est vraiment ce truc où une partie du monde appartient à des milliardaires. Et moi, ça me révolte. Après, on est libre et c'est chouette de penser différemment, mais je trouve ça inquiétant, je trouve ça injuste. Et pareil, quand on pense que dans certains pays, on meurt de faim, dans d'autres pays, on mange trop. Et ça, pareil, c'est exactement le même truc, c'est que je ne sais pas quoi en faire. Ça m'encombre. Enfin, c'est pas que ça m'encombre, parce que c'est pas égoïste en fait, mais c'est qu'à un moment, je dis, ok, moi, je ne peux pas changer le monde. J'en suis incapable. J'ai beau voter, etc. Je ne peux pas changer le monde. Par contre, je peux écrire des histoires qui montrent ce que j'en perçois. Et je crois que c'est notre rôle, et je terminerai avec ça sur la question, mais c'est que je crois que nous, notre rôle en tant qu'écrivain et écrivaine, c'est d'essayer de palper un peu, de ressentir ce qui se passe. Évidemment, on l'interprète parce qu'on est tous différents et on en parle à notre manière sur l'injustice, sur le risque de donner les clés du monde à des gens qui ont d'autres visées et parler aussi évidemment du dérèglement climatique comme le fait Siècle. Alors c'est toujours une question sensible finalement, parce que qu'est-ce qu'on fait avec cette actualité, tout ce qu'on voit de douloureux? C'est une actualité qui se décline à plein d'endroits différents sur des sujets qui vont nous toucher, et en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on fait face à ça, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit hein, à la fin en fait, une réponse à ça, quand on est aussi touché par ce qui se passe émotionnellement, c'est d'écrire des histoires. Euh, mon angle d'approche, beaucoup, c'est cette conviction personnelle que j'ai de la puissance intérieure qu'on a tous et toutes à se transformer, à se transmuter aussi, à aller semer en nous, comme si on avait un immense jardin à l'intérieur de nous, des graines de résilience, d'auto-empuissancement, de vision lumineuse aussi du monde, de nouvelles façons de penser. Et donc je crois que c'est vraiment un pouvoir, une puissance qu'on a. Et quand on écrit aussi, notamment pour les enfants, ça vaut aussi pour les adultes, hein, mais c'est quand même des âges, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, où il y a beaucoup de choses qui sont en formation. J'ai vraiment un instinct profond de répondre à aussi ces violences et tout, en écrivant des parcours de résilience, des parcours qui se confrontent à plein de choses difficiles, mais on va construire en soi des forces pour avancer. On va toujours garder vraiment vibrante cette notion d'espérance, et c'est-à-dire une espérance en disant tout n'est pas fichu, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, mais la transformation que je peux faire, ma marge d'action principale, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est à l'extérieur? Eh ben, il y a des tas de personnes qui ont une marge d'action à l'extérieur incroyable, et c'est merveilleux de voir ça, mais elle est aussi pour chacun et chacune profondément, en tout cas c'est ma perception, à l'intérieur de soi. Et je pense que parfois on n'en a juste pas conscience, parce qu'on n'a pas eu ces outils ou ces perceptions de soi-même comme étant une matière qui peut être nourrie, qui peut être illuminée, qui peut être émerveillée de l'intérieur, et du coup qui peut aussi contribuer à semer dans le monde quelque chose de différent, puisque finalement ce que l'on va vibrer à l'intérieur, c'est aussi ce qu'on va émaner. Donc c'est les idées qu'on a, elles vont être imprégnées de ce que l'on cultive en soi, les actions qu'on va prendre, la relation qu'on a avec les autres. Je ne sais pas si vous avez dans votre vie des personnes particulièrement lumineuses, mais quand vous avez dans votre vie des gens qui sont extrêmement gentils ou lumineux, et que vous les voyez avancer, faire une action, aller parler à quelqu'un, déjeuner avec quelqu'un, on voit par leur façon d'être seulement comment les personnes autour en sont irradiées dans le sens positif. Et ça, je pense que c'est une puissance très forte qu'on a, et que cette capillarité, si on a plein de gens qui sèment en eux des graines de lumière, ou des graines d'émerveillement, ou des graines de résilience et de force aussi, de puissance, en fait, ça crée une toile qui, par capillarité, peut rayonner et transmuter énormément de choses. Parce que quand on est aussi dans cette capacité de lumière, d'émerveillement et de soin de soi, en fait, on est beaucoup plus solide et à même de réagir
à cette actualité, de prendre position. En fait, on construit sa propre bravoure aussi en construisant son espérance. Et donc, c'est quelque chose qui, moi, me travaille beaucoup et j'ai le ressenti que quand j'écris des histoires, c'est peut-être ça que je peux raconter qui a du sens. Par exemple, j'ai un prochain roman jeunesse qui va apparaître en février et c'était un roman c'était un cri du cœur pour moi qui parle d'éco-anxiété, de dépression adolescente de façon extrêmement lumineuse. Et c'est vraiment pour être face à ces questions. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en proie à vraiment ces inquiétudes énormes et qui vont du coup être en difficulté pour ne serait-ce qu'avancer et grandir, parce que si on a 10, 12, 15 ans et qu'on nous dit mais en fait tout est fichu, il n'y a plus rien à faire, comment à un âge où on doit pouvoir jouer, on doit pouvoir se projeter, on doit pouvoir s'émerveiller, comment on fait pour se construire s'il n'y a déjà pas d'avenir? Et ça crée des angoisses énormes et je suis très touchée par ça chez les enfants et les adolescents. Et du coup, ce roman, par exemple, ça a été pour moi une réponse de dire mais qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis mais je peux écrire un roman qui parle de ça, mais avec plusieurs visions et puis notamment un personnage extrêmement solaire qui, elle, va montrer par sa façon de voir tout ce qui se passe, une vision qui nie pas du tout la difficulté des choses, mais qui voit où elle peut agir à l'intérieur d'elle pour semer des graines de lumière et avancer à travers ça. Et c'est une manière de répondre en fait à ces situations d'actualité. Par exemple, en tant qu'écrivain et en tant que créateur, artiste, mais je pense qu'il y a plein de manières de répondre à ça. En tout cas, là, c'est la mienne. Je pense qu'avec David, on a quelques résonances communes là-dessus. Là, comme ça me fait penser à la série Ted Lasso, où justement il y a un personnage très rayonnant qui fait attention aux autres. Et c'est vrai qu'en voyant la série, on se dit qu'il y a peu de personnages comme ça qui existent, en tout cas dans les séries télé ou dans les films. Oui, mais exactement, parce que je vois très bien cette série et je me souviens du moment où je l'ai vue et de me dire, mais ça fait tellement de bien. Oui, c'est Parce rare. qu'en fait, on a besoin, bien sûr qu'il y a des choses très difficiles autour de nous, mais si on ne se nourrit que de ce qui est difficile, en fait, on contribue à alimenter des peurs et une projection difficile parce que c'est ce qu'on a mangé finalement. Et on mange les énergies, les pensées, les émotions qui nous entourent. Et on a besoin de contre-modèles ou de modèles en fait extrêmement joyeux, résistants dans la lumière, en fait, résistants dans l'espérance, pour pouvoir en fait semer ça en nous et ensuite être capable d'aborder les sujets difficiles et de créer d'autres possibles. Et ça, je crois beaucoup. Donc, super exemple. J'avais une question un peu pavée là-dessus, mais parce que je vais définir quelques petits termes si vous n'avez pas trop de culture web. Je m'étais demandé, et vos œuvres m'ont inspiré ça, comment transformer les doomers en hoppers. Donc les doomers, ça vient du terme anglais doom, donc condamné. C'est un terme apparu ces dernières années en ligne et qui fait référence justement à des personnes souvent jeunes, déprimées, pessimistes face à l'avenir de l'humanité, notamment au vu de la crise climatique, du contexte économique, social et politique, mais surtout la crise climatique, hein, on ne va pas se mentir. Les doomers sont donc en gros persuadés que la civilisation va s'effondrer, que l'humanité va s'éteindre, et donc ont tendance à avoir perdu espoir en l'humanité. Et je me demande s'il serait possible de fabriquer activement des hoppers, donc là du terme anglais hope, espoir, qui seraient alors des gens qui tiennent le coup, qui essayent, même s'ils savent qu'eux n'en tireront peut-être pas un bénéfice direct et personnel, mais qui ont l'espoir de changer le monde par leurs actions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est une question que vous posez régulièrement? Bon, là j'ai l'impression que de ton côté oui. Alors, je me retrouve complètement dans ce que dit Siècle. Alors, moi, j'écris de la jeunesse aussi. Et autant je fais des histoires un peu plus tristes en adulte, enfin un peu tristes carrément, de manière générale. Mais en jeunesse, je ne le fais pas du tout. Parce que je crois vraiment dans tout ce que vient de dire Siècle. Il y a quelque chose, moi, on parle de lumière, etc. Mais l'amitié, c'est une forme de lumière, j'en ai beaucoup parlé déjà. Mais pour la jeunesse, c'est vraiment cette idée de ensemble, on peut changer le monde. J'ai une série qui s'appelle Les Héritiers de Brizen, qui raconte l'histoire de 3 enfants qui sont pauvres, la moitié, enfin, ils sont tous orphelins au moins de père. Ils ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de super pouvoir. Ils sont dans un monde où la magie a disparu et ils le regrettent, et ils sont les seuls à le regretter d'ailleurs. Moi aussi je le regrette. Et ils vont essayer de faire revenir la magie, mais ça parle exactement ça. Et que ça va pas être facile, c'est comme dit Siècle en fait. Il y a des obstacles, il y a des échecs, il y a des choses qui semblent impossibles à faire, mais avec de l'amitié, avec du courage, en y croyant, avec un peu de merveilleux, on peut dans ce livre-là changer le monde. Mais ça veut dire quoi? C'est que si dans un livre on peut changer le monde, ça veut dire que fait dans la vraie vie, on peut peut-être au moins essayer. Il y a vraiment ce truc-là, et je suis très attentif. Moi, j'ai plusieurs séries en jeunesse. Il y a Le Clan du Chaudron, il y a Monde Brume, et c'est toujours plusieurs héros et héroïnes
qui sont toujours très attachés, qui s'entraident. Et ça rejoint vraiment exactement ce que disait Siècle, c'est que quand on est au fond du trou, et ça arrive à tout le monde, parce que la vie, c'est pas que un chemin de pâquerettes avec des rubans roses, et ben des fois on se casse la figure et on a besoin d'une main tendue. Et puis évidemment, quand c'est au tour des autres de tomber, il faut évidemment leur tendre la main. Donc c'est quelque chose qui me semble fondamental, et vraiment, je me répète, mais je me retrouve complètement dans ce que dit Siècle. Et qu'on a un rôle à jouer, nous, là-dedans, dans les histoires qu'on propose, et je reviens du coup sur ta question, pour montrer que tout n'est pas désespéré et qu'il ne faut surtout pas se résigner. Ne jamais, jamais, jamais se résigner. Oui, alors, comme je l'avais exprimé assez clairement, je suis complètement dans cet état d'esprit-là de passer des doomers aux hoppers. Une des clés majeures pour moi, c'est l'émerveillement. Et il y a souvent une confusion qui se fait entre l'idée que si on dit «Oh, regardez les choses positives et belles et tout», c'est très naïf parce qu'il y a plein de choses difficiles autour de nous. En réalité, quand on voit les choses difficiles et qu'on choisit en soi aussi de les voir, mais d'avoir un positionnement de vision du monde qui est lumineux, qui est d'aller aussi voir chez chacun, chez les autres, on peut toujours voir la personne qui nous a embêtés là-dessus, qui nous a pas aidés, qui nous a fait du mal, tout ça. Et les personnes sont toutes multiples et donc elles ont plein de couches en elles, et il y a toujours quelque chose de merveilleux à trouver chez chaque personne. Et ça peut être un choix en fait qu'on pose de se dire voilà, là j'ai ça, j'ai cette personne, qu'est-ce qui est magique en elle, qu'est-ce qui est merveilleux. Et en fait, quand on a une personne en face et qu'on lui fait l'écho de non mais là t'as encore raté, vraiment, ça c'est vraiment pas cool, en fait, cette personne, elle va récupérer en elle une image d'elle comme un écho de quelque chose qui n'est qui n'est pas positif. Et ça va construire sa perception d'elle, sa perception du monde. Quand on lui renvoie un écho de mais là t'as fait ça, c'est vraiment super et c'est tellement chouette cette idée que tu as eue, ça m'a tellement aidé. En fait, on renvoie un écho lumineux. Et c'est des milliers d'échos qui nous constituent. Et on peut se poser la question de nous, quand on est là dans le monde, et quand on écrit, c'est totalement cette posture-là, mais aussi en tant qu'individu, quels échos je renvoie aux autres. Et donc, il y a cette posture de responsabilité, en fait, de ce qu'on va envoyer, cette posture d'émerveillement et cette conscience qu'en fait, c'est tout ce dont on se nourrit qui compose ce que l'on est et par écho le monde dans lequel on vit. On est tous des composantes de ce monde dans lequel on vit et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à sa petite échelle parce qu'on n'est pas tout puissant, qu'on ne peut pas forcément changer des choses qui nous indignent et qu'on voudrait changer, mais on peut se transformer soi-même et on dit dans pas mal de... Moi, je suis pas mal aussi impliquée dans des cheminements un petit peu de questionnement, de recherche spirituelle, voilà, de qu'est-ce qui fait sens dans la vie, pourquoi on est là. C'est des sujets qui me travaillent beaucoup et que je chemine beaucoup. Finalement, quelle est notre responsabilité, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la transformation de soi, la transformation de son intériorité, elle va aussi contribuer à une transformation plus globale. Donc je crois qu'il y a une super puissance qu'on a là-dedans, et pour utiliser le mot que tu dis, et qu'on n'utilise pas toujours parce que c'est peut-être un peu naïf, tout ça, mais en fait, l'amour est une clé. Et l'amour, c'est une force gigantesque qui nous anime tous et toutes, qui prend 1000 formes différentes et qui vient irriguer en fait le cœur de qui on est et permettre aussi de transmuter des choses qui nous paraissent parfois inchangeables parce que énormes et hors de portée. Et en réalité, c'est des outils qui ne sont pas des outils, mais qui sont des puissances en nous qui sont là. Et il faut choisir quelle puissance on nourrit. Et dans les récits, quelle puissance on nourrit et toutes ces choses-là, comment on en parle, comment on transmet ces potentialités de chemin d'émerveillement, d'amour, de faire ensemble, d'avancer ensemble. Et finalement, c'est là un petit peu ces choses qui peuvent contribuer à ce que quelqu'un qui est aimé, qui a récupéré en lui, en elle, des forces d'émerveillement, qui voit qu'on peut avancer ensemble, échanger ensemble, en fait, cette personne, elle quitte le pays des doomers et elle rentre dans le pays des hoppers. C'est 1000 autres choses, bien sûr, mais là, c'est sous cet angle-là que je pourrais répondre à cette question. Pareil, vous avez mis un petit peu le pied dans cette question-là. Mais est-ce que pour vous, écrire des romans, c'est résister? Ou en tout cas, est-ce que la littérature, c'est un lieu de résistance pour vous, en tant qu'auteur et autrice? Il y a deux choses. Il y a l'aspect, il y a qu'est-ce que ça nous fait à nous d'écrire et pourquoi est-ce qu'on écrit? Parce qu'écrire, c'est très difficile. C'est passionnant, c'est plein de choses, mais c'est terriblement difficile. Et qu'est-ce que l'on veut y mettre? Souvent, les écrivains disent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont obligés d'écrire. Il y a un côté, en fait,
ouais, on peut se dire que c'est un peu chelou de dire ça, mais je sais pas, tu nous diras toi, mais moi, si j'écris pas, je suis assez vite relou en fait. C'est de la mélancolie. On parlait un peu du monde, de qu'est-ce que nous fait le monde, mais c'est vraiment ce truc de, à un moment, c'est trop pour moi. Et le seul moyen que j'ai, euh, c'est d'écrire. Et ça, pour le coup, je mets toutes ces inquiétudes et toute cette mélancolie, je la mets là, et du coup, moi, je vais hyper bien. Donc ça, c'est l'aspect plus perso. Après, on en a déjà un peu parlé en effet, c'est que tout ce qui nous indigne, et le terme que tu disais, oui, ouais, c'est toute cette révolte. On en parle évidemment autour de nous. Moi, j'ai des enfants, du coup, je leur parle aussi. Après, ils se feront leur propre avis. Mais mes enfants, je leur parle de mes indignations, je leur demande ce qu'ils en pensent. Mais évidemment que quand je traite des romans dans La Princesse au visage de nuit, quand je traite d'injustice, dans Les héritiers de Brisane aussi, j'en parle de l'injustice. Et puis Éco-Stellaire, évidemment que c'est, mais je le disais tout à l'heure, il ne faut jamais renoncer. Il faut et toujours espérer. Et quand on n'arrive plus à espérer, on prend la main de ses potes ou des gens qui nous aiment et eux vont nous aider. C'est fondamental. Et c'est le rôle aussi de la littérature. Et c'est pour ça que la pluralité de la littérature et des voix est fondamentale. Je terminerai là-dessus, c'est que la littérature, pour ceux qui ne connaissent pas, les maisons d'édition, le fonctionnement, ce sont des grands groupes et que la littérature, c'est quelque chose qui va infuser des idées. Et que, évidemment, c'est un immense combat d'idées, mais ce qui est logique, hein, ça a toujours été le cas de tout temps, mais qu'il y a des milliardaires, une fois de plus. Et j'ai rien contre les milliardaires, enfin, en vrai, si. Mais c'est pas un vrai problème, mais c'est que c'est que derrière ça, il y a un vrai combat d'idées. Il y a des grands groupes qui sont possédés aujourd'hui par des milliardaires et d'extrême droite, et que je suis viscéralement attaché à la pluralité des idées, parce qu'on on ne peut avancer que comme ça, je crois. C'est des échanges d'idées et des combats, mais dans le bon sens du terme d'idées. Mais quand on a l'extrême droite qui avance, et qui rachète des grands groupes avec le risque d'imposer des idées ou de les mettre en avant, je trouve ça très inquiétant pour nous, pour nos métiers. Et je crois que du coup, il faut vraiment ne jamais se résigner, mais on ne le fait pas, la preuve en est. Mais je pense, et je terminerai là-dessus, Fayard, qui est une très belle maison d'édition, qui publie coup sur coup du Zemmour, du De Villiers, du Bardella. C'est moi qui suis un lecteur, un amoureux de la lecture fondamentale, voir une maison comme Fayard faire ça, ça pourrait me terrifier. Mais j'écris des histoires pour les défoncer. Pardon. Quel engagement. La question, c'est vraiment sur la résistance, hein. Oui, la littérature, est-ce que c'est un lieu de résistance pour vous? Qu'est-ce qu'on entend par résistance? Oui. Voilà, encore une fois, mais de toute façon, quand on va créer une histoire avec un certain nombre de thématiques, de sujets, on affirme en fait aussi une vision de quelque chose qui est quelque part une action ou de résistance ou d'affirmation. Et comme il y a une pluralité d'histoires, une pluralité de façons de voir les choses, la différenciation même de l'histoire, il y a quelque chose qu'on va créer, de ce que l'on va dire dedans, ça peut être une résistance. Par exemple, écrire un roman effectivement futuriste, entre guillemets post-apo, mais lumineux, c'est une forme de résistance par rapport à ce que l'on voit dans l'actualité. Le fait de dire, mais en fait, on dit, mais enfin, on est parti là, on va jamais s'en sortir, ça va être la tragédie. Et on écrit quelque chose qui raconte un monde différent, et un monde où les gens ont appris à vivre ensemble différemment, où on crée des collectifs et des communautés qui fonctionnent différemment. C'est aussi une résistance par rapport à la puissance de l'énergie qui vient, qui dit c'est fichu là, c'est la catastrophe, on s'en sort pas. Et maintenir ça, c'est pas si évident que ça, comme tu le disais très bien avec la question de l'actualité qui est là, et quand on se baigne dans les informations, on est écrasé par cette chape de plomb, finalement se relever, se dire non, je vais écrire une histoire où en fait on va trouver des solutions, on va avancer ensemble et les gens vont trouver en eux le courage et la capacité de semer leur propre lumière. En fait, il faut s'élever face à cette énergie qui nous dit non, ce ne sera pas possible. Et après, on nous dit mais non, mais c'est très naïf. Et peut-être, mais en tout cas, le fait d'assumer ça, de l'incarner, de se dire ça, c'est ce que je veux porter là, quelles que soient en fait les voix qui disent c'est pas possible ou c'est pas la réalité.
en fait, c'est aussi une forme de résistance. Je pense que la littérature, parce que je pense que la question était très large, sous différents angles, elle permet de faire ça et elle permet effectivement de faire entendre, et autant que possible, on voudrait des milliers de voix, des millions de voix différentes qui permettent de tisser aussi un cœur de voix et un cœur de possible ensemble. Et ça, c'est toujours des actions un peu résistantes. Eh bien, merci beaucoup. Il nous reste une petite quinzaine de minutes. Je propose que pour la suite, on passe aux questions de la salle. N'hésitez pas si vous en avez. Est-ce que vous êtes aussi des grands naïfs et naïfs, c'est-à-dire que vous croyez, que vous croyez que ce monde aura une suite? Je dirais même que si elle n'a pas de suite, il n'empêche que là maintenant, le choix qu'on a, c'est d'agir dans l'instant présent. Donc qu'est-ce qu'on sait maintenant, quelles que soient finalement les conséquences? Il y a par ici, si jamais. Ah, c'est au fond, ok. Merci. Je vois rien et je suis absolument éblouie. Ah, voilà. Merci beaucoup au balcon, incroyable. Bonjour, merci déjà pour tout ce que vous venez de nous dire. Moi, je vais être honnête, je pense que je suis un doomer, malheureusement. Mais légèrement hopper, finalement, parce que je pense que notre monde aujourd'hui, tel qu'il est, doit exploser. Et je pense que c'est la seule solution pour trouver de nouvelles voies et de nouvelles vagues. Donc, résistance, oui, mais on voit que ça ne marche plus. On a beau résister, on a beau lutter. Aujourd'hui, il y a de nouveaux paradigmes qui se mettent en place. On voit que quand on veut soutenir l'humanité, on se fait écraser et tabasser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus la résistance, mais c'est la révolte qui doit primer avant tout, et qu'on n'a plus le choix. Et que le jour où on réalisera qu'il n'y a que 1800 abrutis qui s'approprient notre monde, qui détruisent notre monde, et que nous, de l'autre côté, on est des millions et même des milliards, je pense que là, la solution sera trouvée. Quand on arrêtera de dire que c'est notre voisin qui est le coupable, et qu'on comprendra que le coupable, c'est effectivement nos amis milliardaires qui sont aujourd'hui en train de s'accaparer l'humanité et l'humain, je pense qu'il y a un grand pas qui sera fait, voilà. Et que peut-être là, il y aura de l'espoir. Bon, ça pose la question de la gradation. Ça pose la question de la gradation, résistance, Ouais, révolte, révolution. Il y a un truc, au-delà des convictions personnelles que je pourrais partager, c'est le rôle de la littérature, et notamment de la littérature imaginaire, de la science-fiction, mais tout ce qu'on écrit, et notamment qu'on trouve aux utopiales, c'est d'imaginer des lendemains, d'imaginer d'autres modes de fonctionnement, d'autres sociétés, à partir d'autres paradigmes ou d'autres choses fortes. C'est fondamental. Cette littérature d'imaginaire qui imagine d'autres mondes, d'autres façons de vivre ensemble, elle est indispensable parce qu'en fait, elle nous permet de sortir de cette idée que vous avez évoquée, qui est de dire qu'en fait, c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Évidemment que ça peut être autrement. Et je vais juste rebondir sur ce que tu disais de la naïveté. Alors, je me retrouve complètement dans cette naïveté, mais sauf que rien que ça, c'est un jugement de valeur. En fait, c'est naïf, donc c'est idiot, c'est enfantin, et ce ne sont pas des choses sérieuses. Je crois que, et on l'a suffisamment dit, l'amour est une chose profondément sérieuse. Sans amour, on meurt. C'est d'ailleurs scientifiquement prouvé que des enfants sans amour se laissent mourir. Donc toute cette littérature permet de nous faire réfléchir collectivement et de ne pas céder à une vision, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, vraiment à une vision unique qu'on voudrait nous imposer. Gardons notre liberté de réfléchir, et c'est pour ça qu'il faut une pluralité d'idées, qu'elles soient de droite ou de gauche, de manière un peu caricaturale, et qu'il faut lire, écrire et réfléchir ensemble. C'est super important, je trouve. Oui, je suis très d'accord avec toi. Je pense qu'au-delà de... En fait, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là où on est maintenant, et ensuite, il y a la question de qu'est-ce qu'on construit ensuite. Et donc, c'est... Dans mon autre monde plein ciel, il y a une question de révolution et la question de savoir si une révolution a déjà été faite dans le passé, elle n'a pas abouti parce qu'il n'y avait personne pour avoir en tête la vision de ce qu'il fallait faire après. Et du coup,
il y a une phrase qui dit, voilà, un autre arrogant prend la couronne et recommence, en fait. Et donc, il y a vraiment cette question de vraiment réfléchir, penser à qu'est-ce qui pourrait être différent, qu'est-ce qui pourrait être imaginé ensuite. Et c'est effectivement là où la littérature et les littératures de l'imaginaire qui se projettent dans des futurs possibles, voilà, entrent en jeu. Et c'est important de projeter plein de futurs différents, mais aussi des futurs positifs, et de réfléchir à des solutions concrètes et à des fonctionnements concrets si le monde change, si on se retrouve voilà, dans une configuration très différente. Par quel biais? Bon, ça reste, c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réellement mettre en place une structure sociale, des changements qui vont amener un devenir et une histoire différente, écrire une histoire différente. Et donc ça, c'est vraiment ces questions-là qui sont multiples et variées, avec beaucoup de réponses différentes que la littérature et les littératures de l'imaginaire posent. Et c'est là où on peut se dire qu'en littérature, on cherche à avoir un maximum de voix. Parce que c'est aussi la multiplicité des voix, des possibles, qui fait de la co-création et qui fait que c'est une projection d'un futur qui inclut plein de voix et de visions différentes, et donc qui peut potentiellement fonctionner, parce que on n'est pas juste avec une vision ou deux, trois visions ensemble qui viennent d'un seul point de vue et d'une seule vision de l'existence, mais avec une pluralité d'expériences de vie, et comment on fait fonctionner tout ça ensemble finalement. Et juste pour terminer, c'est en fait, et le monde de la SF, enfin le monde dans sa globalité, pas que en France, a conscience de ça, et de cette difficulté aussi. Ça fait 20 ans, 30 ans que tout le monde a écrit beaucoup de dystopies. Donc dystopie, c'est un monde qui se termine en cataclysme. Depuis quelques années, c'est le hop punk et le solar punk, donc ce sont des manières de sortir de ça. Il y a quand même beaucoup d'espoir. Dans la science-fiction, aujourd'hui, entre autres, ce qui marche, c'est des textes porteurs d'espoir. Et il y a quand même une sorte de point de bascule, hein, nous les écrivains, je trouve, où on bouge un peu vers cet espoir, parce qu'on a beaucoup exploré ce qui faisait peur. Maintenant, on sait que ça arrive, et ben du coup, voilà, maintenant on sait que ça arrive, c'est bon, on l'a bien compris. Ben maintenant, on cherche des solutions. Donc, on est en train d'y réfléchir, nous, côté écrivains, des chercheurs aussi, etc., qui réfléchissent. Mais ça doit être un mouvement commun des lecteurs, des chercheurs, des écrivains, des citoyens, de tout ça. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle, s'il vous plaît? Bonjour, juste ici. Je vois rien, je suis désolée, je suis Je suis là. complètement aveuglée. En bas, à nickel, votre merci. Vous avez parlé beaucoup de fois de motivation personnelle, de quête personnelle aussi, d'élan un petit peu, qu'il soit individuel ou par groupe. Il y a une phrase qui m'anime beaucoup et qui est beaucoup résonnée par rapport à ce que vous avez dit, c'est « On peut avoir 1000 raisons, mais on n'est pas forcé d'avoir raison. On peut avoir tort quand même. » Est-ce que vous avez, dans vos écrits, par exemple, des personnages qui ont une conviction qui est très forte et qui vont peut-être parfois se rendre compte qu'ils se sont trompés, peut-être changer aussi d'avis? Je sais qu'en France, on n'aime pas trop l'erreur, on n'aime pas trop l'échec, on n'a pas souvent cette idée-là. Est-ce que ce ne serait pas peut-être une piste aussi, cette idée d'avoir droit de changer d'avis, de faire des erreurs? Et voilà, qu'est-ce que ça vous inspire aussi parmi vos personnages? Alors je vais répondre parce que j'étais à une table ronde il y a 2 heures qui était sur l'erreur créative, et une des choses dont on discutait notamment, c'est de dire, mais est-ce que l'erreur est vraiment une erreur, ou au contraire, est-ce qu'elle est une étape d'un cheminement à partir de laquelle on peut construire en fait, et qui du coup devient une part du cheminement et non plus quelque chose qu'on rate. Et c'est toujours cette idée de se dire, est-ce que l'échec, est-ce que la chute, est-ce que l'erreur, entre guillemets, ce sont des problèmes, ou au contraire, ça fait partie d'un tout et d'une avancée vers quelque chose qui se transforme et qui avance. Et c'est encore la question de savoir, est-ce que tout est blanc, tout est noir, tout est bien, tout est mal? Moi, j'ai des personnages plein qui sont imparfaits, qui se trompent, qui apprennent en chutant. Je pense que savoir se casser la figure, avoir un retour soit de l'environnement, soit de la société, soit de soi-même qui est douloureux, et savoir se relever de ça, c'est quelque chose qui crée de la force et qui crée des chemins qui vont loin et qui permettent aussi de se construire et d'avancer. Donc je pense qu'en fait c'est très important d'avoir cette représentation de l'imperfection de la perfection, finalement, de cette capacité qu'on a de changer d'idée, de se changer soi, d'avancer, de se tromper, d'explorer là, ça marche pas, on va à droite, on va à gauche, on change d'endroit, on apprend, et on ne vit pas le fait d'échouer à quelque chose comme justement une tragédie ou une erreur qui fait qu'on n'a pas validé
le sens de là où on allait. La recherche personnelle, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit de développement personnel ou qu'elle soit juste de sens, c'est toujours une recherche où on explore plein d'endroits inconfortables et les fruits de cette recherche, ils viennent aussi de la capacité à chuter, à se rendre compte qu'on est par terre et en fait à réaliser qu'on est capable de se relever et qu'on n'en est pas moins puissant intérieurement, on a appris énormément. Et donc je pense au contraire que c'est important d'avoir des modèles de personnages aussi qui vont vivre ces changements intérieurs, ces questions, ces chutes, et être ensuite capable de trouver en eux les forces de se relever et d'avancer. Ouais, le doute, c'est fondamental. La certitude, c'est ce qui tue la pensée, en fait. Enfin, je crois. Et vraiment, je pense qu'il faut toujours douter, que c'est très salvateur. Et dans la vraie vie, les gens sont pas, ils sont psychotiques et ça existe, mais les gens ne sont pas tout noir ou tout blanc. Et heureusement, c'est éminemment complexe. Et c'est cette âme humaine qu'il est fascinant de travailler, de représenter. Et que nos personnages seront d'autant plus attachants, c'est que moi je suis pas que gentil, il y a des fois je suis en colère, il y a des fois je suis pas sympa, il y a des fois je suis carrément con, et même si je lutte contre tout ça, mais comme nous tous ici, et c'est ça qui est intéressant. Et nos personnages, à mon sens, si on veut s'y attacher, doivent représenter ça. Et moi je crois qu'il y a aucun de mes personnages, même les méchants, ils ont des raisons de faire ce qu'ils font, parce que sinon ça n'a pas de sens et c'est pas réaliste. Et que si on se met à leur place, peut-être qu'on aurait fait la même chose. Et je pense notamment à Eco-Stellaire, il y a des personnages, je ne vais pas spoiler, donc je ne vais pas dire les noms, mais qui font des choses et qui d'ailleurs le regretteront amèrement. Et c'est des choix, ils le disent, et c'est des choses qui me touchent beaucoup, moi. Ils ont raté certaines étapes, ils ne savent pas comment en sortir, si ce n'est que qu'en mourant. C'est terrible. Mais c'est cette zone grise, ces difficultés qu'on a tous au quotidien, qui sont éminemment touchantes, je trouve. Donc oui, il faut qu'on en parle, mais je crois qu'on le fait beaucoup. Après, en effet, la société, elle n'aime pas l'erreur. La société française n'aime pas l'erreur, sauf qu'en fait, bon, dans la vraie vie, c'est elle qui nous fait apprendre. Une autre question? Oui, pardon. J'avais une petite question. Vous parlez beaucoup des écrivains qui se démènent tout ce qu'ils peuvent pour réaliser. Mais quelle est votre place dans l'éducation et dans le fait que, de ce côté-là, on bride et on empêche de vous connaître? Tu parles de la diffusion des œuvres, c'est ça? La diffusion des œuvres, mais aussi quand on voit les programmes scolaires, ce que voyaient nos parents, les enfants les voient, nos futurs enfants les verront, et tous vos textes n'apparaissent jamais dans l'éducation. Comment les écrivains peuvent-ils résister face à ça? Alors, pour le coup, moi j'interviens pas mal. Je ne sais pas si tu interviens beaucoup en musique, tu le fais aussi, je crois. Je commence à intervenir pas mal. Ouais. Moi j'interviens beaucoup en école élémentaire, en collège, un peu moins au lycée. Et en fait, ce sont les professeurs des écoles ou les profs de français ou les CDI qui nous convient. Donc il y a quand même un vrai mouvement. J'entends tout à fait ce que vous dites. Et dans le programme, en effet, le programme c'est fait par des gens qui sont dans leur bureau. Et je ne veux pas leur jeter la pierre, vraiment pas. Parce que il y a des enjeux dont je n'ai pas connaissance forcément. Mais au-delà de ce programme qui est figé, qui me semble complètement débile, franchement, lire du Zola à 15 ans, mais il y a tellement, il faut lire plein ciel, c'est ça qu'il faut lire à 15 ans, évidemment pas Zola. Des gens dans les mines, ça ne parle à aucun de nos gamins. Moi, mes gamins, ils connaissent pas tout ça, il faut leur parler d'écologie, de tout ça. Mais je reviens à la réponse, c'est qu'en fait, dans les établissements scolaires, les professeurs nous convient au travers du Pass Culture, dont peut-être vous avez entendu parler, dont les budgets sont réduits depuis 2 ans, pour justement amener des auteurs et des autrices vivants avec des problématiques actuelles. Et en fait, mine de rien, on a accès aux élèves, pas suffisamment. Et je veux aussi parler des festivals comme les Utopiales. Alors, s'il y a des rencontres scolaires aussi dans le cadre des Utopiales, mais les salons du livre dans toute la France, on en fait un sacré paquet, Siac et moi et tous les autres, très 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 souvent nous font intervenir dans les classes. Ça me semble en effet très important pour apporter une autre vision de la littérature qui est plus dans l'heure du monde, dans le contemporain, et sur des sujets, en effet, de manière générale, qui sont soit plus lumineux, mais qui sont aussi des fois des sujets graves dont il faut parler, le harcèlement, etc. Mais j'insiste, il y a un vrai travail quand même là-dessus qui est fait, pas suffisamment, ça je suis d'accord, mais il y a quand même un travail qui est fait.
Oui, parce que je rebondis exactement sur ce que dit David. Il y a effectivement, on peut se dire, le programme scolaire tel qu'il est officiellement, et il ne faut pas oublier en fait la toile très concrète des enseignants. Beaucoup les documentalistes aussi, les personnes en CDI, les personnes qui sont en fait très engagées directement auprès des enfants. Et ce sont souvent eux aussi qui vont se dire, ben voilà, on participe à telle initiative. Il y a aussi des initiatives régionales ou des initiatives communales qui sont plus proches en fait directement des établissements scolaires, qui vont se faire et s'organiser avec des budgets pour faire venir des auteurs, des autrices autour de certains thèmes, thématiques, certains ouvrages, et du coup ça nous amène à aller à la rencontre des enfants et à partager tout ça avec eux. Et finalement, c'est aussi l'action de terrain qui fait qu'on peut amener des choses qui se changent ou avoir simplement amener une graine un peu différente, mais il faut aller à la rencontre des enfants pour ça. Directement, il faut quelque part beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sillonnent les routes de France avec des textes très différents, mais des textes engagés et qui vont s'adresser directement aux enfants ou aux adolescents ou aux jeunes adultes. Et autant que j'ai pu le voir, je crois toi quand même un peu plus que moi pour l'instant, mais moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de développer. On voit vraiment des professeurs, des gens concernés qui ont envie vraiment de nous faire intervenir, nous faire venir, et ça donne lieu à des très très beaux moments et des échanges très forts avec les enfants, les élèves. Donc c'est peut-être là où on se positionne dans ce qu'on vit concrètement au quotidien avec la façon de faire rayonner les livres auprès des plus jeunes. Et juste un petit ajout, c'est d'où l'importance des budgets sur la culture, c'est que on sait très bien que et je veux pas être trop loin avec ça, mais que les États plus droitistes et les États fascistes détestent la culture. Après, il y a des problèmes d'argent, etc. Moi, j'ai pas la réponse, je ne suis que écrivain. Mais n'empêche que quand on voit certaines régions qui coupent complètement les budgets de la culture, les budgets de la culture, c'est la musique, c'est le cinéma, mais c'est aussi nos interventions scolaires qui amène à réfléchir et à échanger. Donc quand vous votez, parce qu'on a tous ce pouvoir-là, si ce sont des sujets qui vous touchent, regardez qui vote, enfin qui donne des budgets à la culture, qui donne des budgets à d'autres sujets. Ça nous permet d'avoir un peu de pouvoir là-dessus. Eh bien, merci beaucoup pour cette discussion. Merci, bonne fin de festival à toutes et à tous, et n'hésitez pas du coup à aller jeter un coup d'œil aux livres de nos deux auteurs et autrices qu'on a eu sur le plateau aujourd'hui. Merci, au revoir.